Ceci est une vidéo entièrement consacrée à des découvertes incroyables. Elles peuvent être scientifiques, archéologiques, paléontologiques ou toute autre chose. Elles peuvent être grandes ou petites, anciennes ou modernes. La seule chose qui compte, c'est qu'elles soient incroyables. Nous avons donc éliminé tout ce qui ne correspondait pas et nous nous sommes assurés que cette vidéo soit remplie de pures merveilles. Nous commençons par un document ancien fascinant. C'est le papyrus d'Apur, qui a été créé pendant l'ère de la 19e dynastie de l'Égypte ancienne, il y a environ 3200 ans. C'est un document unique, car, plutôt qu'une déclaration, une proclamation ou un document légal, le papyrus d'Apur est un poème. Apur, un homme, se plaint des changements dans le monde qui l'entoure, y compris une femme qui ne possédait rien et à qui on a donné une boîte. Une femme qui devait autrefois se regarder dans l'eau pour voir son reflet et qui possède maintenant un miroir, et son ami autrefois riche qui vit maintenant dans la misère. Il accuse les dieux de négliger leurs devoirs et observe que même la sépulture du roi à l'intérieur d'une pyramide a été profanée. Malheureusement, nous ne savons pas comment le poème se termine car le dernier morceau du papyrus est manquant. Des descriptions d'une rivière de sang dans le texte, ainsi que des références à des serviteurs fuyant pour leur vie, ont été interprétées par certains comme une confirmation de la véracité du livre de l'Exode. Cependant, la plupart des chercheurs conviennent qu'établir une telle connexion est un grand pas. Quant au récit de la profanation de la tombe du roi et de la pyramide, le roi n'est jamais nommé, donc l'affirmation ne peut être vérifiée. Ensuite, nous explorons le Codex Tovar, l'un des manuscrits mésoaméricains les mieux conservés encore existants. Il a été écrit par le dévot jésuite Juan de Tovar au XVIe siècle, puis illustré par des peintres aztèques. Malgré son style caricatural, c'est un document très sérieux et extrêmement important. Son nom complet est Historia de la Venida de los Unidos a Poblar a Mexico, de la Sparte remota de Occidente, ce qui se traduit par l'histoire de l'arrivée des Indiens pour peupler le Mexique depuis les régions éloignées de l'Ouest. Ce n'est pas un nom qui se prononce facilement, mais c'est une description précise du contenu du codex. Il existe de fortes similitudes entre le Codex Tovar et le Codex Ramirez, bien que les deux textes ne soient pas complètement identiques. On pense que de Tovar a tiré une grande partie de son travail d'une œuvre antérieure de Diego Durán, connue sous le nom de Chronica X, mais ce texte antérieur a depuis longtemps été perdu ou détruit, il est donc impossible de vérifier la théorie. Les circonstances dans lesquelles le codex a été écrit signifient qu'il s'agit probablement d'un récit biaisé de l'histoire, mais néanmoins très complet. En 1978, une équipe combinée d'archéologues afghans et soviétiques a ouvert un tumulus funéraire à Sheberghan, en Afghanistan. Le tumulus est connu sous le nom de Tilla Tepe, ce qui se traduit en français par monticule d'or. C'est un bon résumé de ce que les archéologues ont trouvé à l'intérieur du tumulus. La tombe incroyablement riche contenait plus de 20 000 artefacts, la plupart en or, mais certains faits d'autres matériaux précieux, comme l'argent et l'ivoire. Parmi tous les trésors se trouvaient les restes de 5 femmes et d'un homme, dont les identités ne seront probablement jamais connues. Collectivement, le trésor de Tilla Tepe est maintenant connu sous le nom d'or de Bactriane. Les points forts de la collection comprennent des colliers en or, des médaillons, des ceintures incrustées de pierres précieuses et une couronne magnifique qui provenait de la sépulture de l'une des femmes. Nous pouvons sans risque supposer qu'elle était une reine. L'ensemble du trésor a disparu pendant la guerre d'Afghanistan du début du XXIe siècle, mais a été récupéré en 2003. Il se trouve maintenant dans un endroit sûr, en attendant l'ouverture d'un nouveau musée spécialement construit à Kaboul, où il sera l'attraction principale. Nous n'avons pas encore fini avec les textes anciens. Ensuite, nous avons le Code de Gortyn, parfois appelé le Grand Code. C'est un code de loi qui a formé la base du droit civil dans l'ancienne cité-État grecque de Gortyn, dans ce qui est aujourd'hui la Crète. Tout ce que nous savons du code, ce sont les passages survivants inscrits sur les murs de ce qui était autrefois l'ancienne ville de Zagora. Même dans son état diminué, c'est la plus longue inscription grecque ancienne existante, à l'exception du Diogène d'Oenoanda. Basée sur le style de l'inscription, les experts pensent qu'elle a été gravée par une seule personne travaillant seule. Elle a environ 2500 ans. Les sujets couverts par le code comprennent la procédure de dépôt de plainte, les protections pour l'accusé, les peines pour adultère et délits sexuels, et les lois sur l'héritage. La plupart des crimes couverts par l'inscription sont punissables par des amendes, ce qui signifie en fait que les lois pourraient aussi bien ne pas exister pour les résidents les plus riches de Gortyn. Fait intéressant, il semble que seuls les hommes étaient punis pour adultère, sans aucune peine définie pour les femmes adultères. Être archéologue signifie parfois se mettre dans des endroits que d'autres personnes éviteraient à tout prix. Un exemple parfait est survenu en octobre 2000, lorsqu'une équipe d'archéologues à Cambridge, en Angleterre, s'est descendue dans un puits d'égout pour voir si quelque chose d'intéressant se cachait sous Chesterton Lane dans la ville. C'était un travail salissant, mais ils ont eu leur récompense sous la forme du trésor de pièces de Chesterton Lane.
Toutes ces pièces ont été frappées entre le XIIIe et le XIVe siècle et ont été trouvées à l'intérieur des restes semi-désintégrés d'une boîte en bois dans ce qui était autrefois le rez-de-chaussée d'une maison. Il y a 1805 deniers d'argent dans le trésor, plus 9 pièces d'or. Cela aurait été une somme d'argent considérable à l'époque médiévale et représente probablement les économies de toute une vie de quelqu'un. Il est probable que l'argent ait été caché à la suite de la peste noire. Les preuves suggèrent qu'après avoir été mis dans la boîte, l'argent a été placé dans un trou creusé dans le sol, puis scellé avec une pierre avant d'être recouvert d'une couche de revêtement de sol en argile. Nous ne saurons jamais pourquoi le propriétaire du trésor n'est jamais revenu le chercher. Si vous savez quelque chose sur l'île de Taïwan, vous pouvez probablement imaginer à quoi ressemble une personne taïwanaise typique. En octobre 2022, nous avons découvert que l'apparence de la personne taïwanaise moyenne actuelle n'a absolument rien en commun avec l'apparence de la personne taïwanaise moyenne il y a 6000 ans. Des scientifiques ont étudié le crâne d'une femme qui a été trouvée dans une grotte sur l'île et ont conclu qu'elle aurait été de petite taille et que sa peau aurait été foncée. Son ADN ressemble à celui d'anciens échantillons collectés en Afrique, et ses caractéristiques crâniennes ont des aspects en commun avec celles des négritos d'Afrique du Sud et des Philippines. C'est la première preuve physique solide que les légendes populaires des tribus indigènes de Taïwan pourraient être vraies. Les légendes ont toujours parlé de personnes petites et sombres qui vivaient dans les montagnes et qui étaient là des milliers d'années avant l'arrivée des tribus elles-mêmes. La plus ancienne des tribus a une histoire qui remonte à 4800 ans. Donc, quelle que soit cette femme, elle appartenait à une race qui précède les tribus d'au moins 1200 ans. Maintenant que nous avons apparemment prouvé que ces gens étaient ici, la prochaine question à laquelle répondre est où ils sont allés. Dholavira en Inde est parfois appelée la colonie, avec le plus ancien panneau indicateur du monde. Elle a été colonisée par la civilisation harapéenne et abrite également ce qui pourrait être le premier système de stockage au monde. Chaque fois que la saison de la mousson arrive, l'eau se déverse dans 2 canaux qui l'emmènent à Mansar au nord et à Mannar au sud. Le panneau indicateur auquel nous faisons référence se compose de 10 symboles inscrits laissés par la civilisation de la vallée de l'Indus il y a environ 5000 ans. Les symboles n'ont jamais été déchiffrés, mais les archéologues sont raisonnablement sûrs que la planche de pierre était autrefois accrochée à une planche de bois devant la porte d'un bâtiment. Outre ces points d'intérêt, les historiens admirent Dholavira pour ses rues et son aménagement urbain incroyablement bien organisé, avec des zones clairement identifiables pour l'administration, l'activité industrielle et les habitations privées entourant une citadelle centrale fortifiée. Personne ne sait ce qui a poussé les habitants de Dholavira à partir il y a environ 3800 ans, mais cela pourrait être dû à une diminution du niveau de la mer, laissant la terre sèche et aride. Après cet abandon, la ville a été ensevelie par le vent et le sable pendant des milliers d'années, avant d'être finalement redécouverte en 1956. Notre prochaine découverte n'est pas un trésor ou un artefact unique, c'est toute une catégorie d'artefacts. C'est un sisi, parfois aussi appelé yuan bao. Un sisi est généralement un lingot d'or, bien que les lingots d'argent soient parfois aussi appelés sisi. C'est ainsi que les lingots d'or ont été créés en Chine impériale, depuis le début de la dynastie Shen, il y a 2200 ans, jusqu'à la fin de la dynastie Qing au début du XXe siècle. Plutôt que d'être fabriqués par la banque centrale du pays, qui n'existait pas à cette époque, les sisis étaient traditionnellement fabriqués par des orfèvres ou des argentiers, puis utilisés sur leurs marchés locaux. En conséquence, la taille, la forme et les détails supplémentaires de chaque sisi pouvaient varier considérablement d'un endroit à l'autre. La plupart des sisi anciens survivants sont en forme de bateau, mais il en existe aussi en forme de fleurs, de pins, de carrés, d'ovales et même des formes plus élaborées comme des tortues. Déterminer la valeur de chaque sisi était le travail d'un cambiste professionnel, connu sous le nom de shroff, qui évaluait la pureté et le poids de l'or ou de l'argent et attribuait une valeur en conséquence. Si vous pensez qu'un tel système serait grand ouvert aux préjugés et à la fraude, vous auriez absolument raison. Le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Irlande est peuplé de manière continue par des êtres humains depuis plusieurs milliers d'années et est couvert de monuments anciens. Les tombes rupestres sont monnaie courante sur les îles d'Émeraude. Et parmi ces tombes rupestres, la tombe à couloir de l'Abacaille dans le comté de Glanworth, Cork, est probablement la plus significative. C'est la plus grande tombe à couloir du pays et aussi parmi les plus anciennes, avec un âge approximatif de 4300 ans. Le nom l'Abacaille se traduit par l'île de la Vieille, ce qui est une description de la forme inhabituelle de la tombe. Une étude archéologique de 1934 a révélé que la tombe avait été utilisée non pas une seule fois, mais plusieurs fois, avec des sépultures remontant à l'âge de pierre, et des reliques de l'âge de pierre, y compris des outils et des ossements, ont été récupérés avec succès sur le site. Le folklore de la région associe la tombe à la déesse celtique Céléac Bur,
une divinité météorologique parfois connue sous le nom de Reine de l'Hiver, qui y serait enterrée. Cela a suscité beaucoup d'enthousiasme lorsque les restes d'une femme décapitée ont été découverts lors de la visite de 1943. Mais il s'est avéré qu'elle avait été enterrée environ 1300 ans après la construction de la tombe. Les îles Orcades se trouvent au nord de l'Écosse et font partie des îles britanniques. L'une des îles Orcades s'appelle Papa Westray, et au large de la côte de Papa Westray se trouve une île encore plus petite, appelée Holm of Papay. C'est là que les habitants préhistoriques d'une colonie connue sous le nom de Nap of Oar ont enterré leurs morts, il y a 5000 ans. Il y a en fait 3 différents cairns funéraires anciens sur le Holm of Papay, tous de type macho. Les tombes ont été ouvertes et explorées pour la première fois au XIXe siècle, mais ont ensuite été largement oubliées jusqu'en 2009, lorsqu'une minuscule figurine en pierre a été trouvée par des archéologues d'Historic Scotland. Les caractéristiques de la figurine sont distinctives et uniques, y compris de grands sourcils broussailleux et de minuscules yeux en point. Les caractéristiques de la figurine sont similaires à celles observées sur les gravures à l'intérieur de l'entrée de la plus grande des tombes de l'île. Les images de personnes de cette époque sont rares sur le continent britannique, mais les attitudes envers les représentations artistiques de la forme humaine semblent avoir été différentes sur ces minuscules îles éloignées. L'île est aujourd'hui inhabitée par les humains, mais les phoques qui y vivent sont connus pour être amicaux envers les visiteurs. L'un des artefacts les plus emblématiques n'a pas besoin d'introduction, le masque funéraire en or de Toutankhamon, le célèbre pharaon enfant de l'Égypte ancienne. C'est l'un des artefacts archéologiques les plus célèbres au monde, mais oubliez ce que vous pensez en savoir, car nous sommes sur le point de vous faire changer d'avis. Le masque emblématique a été découvert pour la première fois il y a un siècle, lorsque Howard Carter a ouvert la tombe du jeune pharaon. Ce qui est de nouveau à propos du masque, c'est une théorie qui affirme qu'il n'aurait peut-être pas été fait pour Toutankhamon du tout. Au lieu de cela, il aurait pu être conçu pour sa mère, Néfertiti. La théorie vient de l'égyptologue britannique Nicholas Reeves, qui a étudié l'objet vieux de 3300 ans et l'époque dont il est issu pendant une grande partie de sa carrière professionnelle. Il a des preuves substantielles pour étayer ses affirmations. Il a pu démontrer qu'une inscription sur le masque, qui le dédie à Toutankhamon, a été gravée par-dessus un ensemble plus ancien de hiéroglyphes, qui se traduit par manifestation vivante du dieu soleil, bien-aimé d'Akhenaton, beauté des beautés, disque du soleil. La description élogieuse a été trouvée sur de nombreux autres artefacts associés à Néfertiti, mais jamais auparavant sur quoi que ce soit appartenant à Toutankhamon. Le galion espagnol Nuestra Señora de Atocha était censé être un navire de commerce fiable au XVIIe siècle, mais il s'est avéré tout le contraire. Il a eu besoin de 2 séries de réparations avant de pouvoir quitter Cuba pour son tout premier voyage en 1620. Et il n'a pas survécu très longtemps. Il a atteint son Espagne natale et est parti pour un voyage de retour vers la Colombie et inversement. Il est arrivé en Colombie, mais n'a jamais terminé le trajet de retour. Ayant pris la décision mal avisée de naviguer le long de la côte de la Floride pendant la saison des ouragans en 1622, il a été frappé par une rafale et a coulé, emportant ses trésors avec lui. Ce n'est qu'en 1985 qu'il a été retrouvé par Mel Fisher et tous ses trésors étaient encore à bord. Maintenant, certains de ces trésors ont été mis aux enchères, y compris la magnifique émeraude d'Atocha, que la prestigieuse maison de vente Sotheby's estime avoir une valeur d'environ $250 000 à elle seule. Ce n'est qu'un des dizaines d'objets précieux qui sont sortis de l'eau, y compris une belle bague en or et émeraude avec une pierre taillée en rectangle qui a été trouvée en 2011 et une seule pièce d'or valant $100 000. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Des découvertes fascinantes vous attendent dans chaque vidéo. Merci pour votre soutien. À bientôt.